comment Noël Simsolo se comporte en acteur de sa propre vie. Et il arrive souvent aux gens qui sont des menteurs professionnels, j'en parle en connaissance de cause, j'en suis un également, je suis un menteur professionnel, mais je crois que j'ai trouvé mon maître en Noël Simsolo qui est un type assez inventif et qui de temps en temps se prend un peu les pieds dans le tapis de ses propres mensonges. Souvent comme les petits garçons, c'est sans doute pour ça qu'il aime Jean Cocteau. Et à force de se prendre les pieds dans le tapis, Noël Simsolo croit se considérer comme l'ami de tous les grands cinéastes de la Terre. Et souvent, moi, quand j'ai débarqué à Paris, c'est une des premières personnes que j'ai connues, quand je l'ai rencontré, il disait mon ami Jean-Luc, mon ami François, etc., etc. Ça fait partie de ces petits tics qui sont au demeurant tout à fait charmants. Quand on connaît l'individu, après on dit bon bah il a besoin de ça pour se rassurer, c'est une petite forme de faiblesse et après tout c'est pas bien grave. Mais ça peut aussi prendre des proportions un peu plus dramatiques ou un peu plus du côté du fait divers. Le Simsolo a toujours considéré qu'il était le meilleur ami d'Estraube. Pourquoi pas, après tout, ça mange pas de pain. Bon, mais un jour, il se trouve que Daniel, elle meurt. Et donc, Jean-Marie, il fait une petite cérémonie au cimetière Montmartre. D'ailleurs, j'y étais même pas. Moi, je me considère pas comme un très grand ami d'Estraube, mais enfin, je pense que je les ai bien aidés. Ils m'ont beaucoup aidé également. J'ai appris la vie par eux, le cinéma, enfin bref. Mais je suis pas allé. D'abord, j'étais pas invité. Jean-Marie m'a jamais demandé de venir à l'enterrement de Daniel. Il me l'aurait demandé, j'y serais peut-être allé, je ne sais pas. Mais enfin, à partir du moment où on n'est pas invité, je crois que le mieux c'est de penser en secret, de faire un petit baiser comme ça dans le ciel en disant au revoir Daniel. Non, Noël Simsolo a éprouvé le besoin de s'inviter de lui-même au cimetière Montmartre alors qu'il n'était pas invité. Et Jean-Marie, très fermement, lui a dit écoute, tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas invité, je te demande de partir. Et depuis ce temps-là, le pauvre Noël, il n'arrête pas de hurler oui, tu te rends pas compte, Vincent, j'ai été viré du cimetière Montmartre, Jean-Marie m'a foutu dehors du cimetière Montmartre, c'est pas normal. Moi, je lui dis rien, moi je lui dis pas c'est normal ou c'est pas normal. Enfin, par devers moi, je pense que oui, c'est normal, oui. C'est tout. Voilà, voilà la petite anecdote que au demeurant, j'ai beaucoup d'affection pour Noël. Voilà. D'accord, donc ça c'était la première anecdote. Et il y a aussi l'autre anecdote sur Mizoguchi et les deux cimetières. Ah, alors, Tomoko, can you remember me what year we went in Japan the first time? 99, 200, before the marriage? 99. First time? No, First time. C'était 2000. 2000. En 2000. En 2000, en décembre 2000? Décembre. Bon. 2000 décembre. Ah bon? Bon, en décembre 2000, it was the first time we went to Japan? No, no. The first time before marriage? No, after ceremonies. Ok, bon, bref. Bon, tu vois. Alors, en décembre 2000, je vais au Japon et donc, je veux absolument faire mon petit Godard du pauvre. Parce que tout le monde sait, tous les vieux de la vieille de nos âges, ont lu dans les cahiers du cinéma, enfin ont vu cette fameuse photo de Godard, je crois que cette photo de 56 à vérifier, mais si mes souvenirs sont bons, cette photo de 56, et on voit Godard sur la tombe de Mizoguchi en train de faire brûler de l'encens. Et moi cette photo pour moi est mythique, je l'ai gardée en mémoire, pourquoi, j'en sais rien. Donc j'ai voulu, comme on dit, mettre mes pieds dans les pas de mon père. J'ai voulu absolument aller voir cette tombe de Mizoguchi pour voir où. Et puis d'autant plus que ça c'est plutôt de l'ordre de la cinéphilie ou de l'histoire du cinéma. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre le cinéma de Godard et le cinéma de Mizoguchi. Bon, bref.
Donc on se renseigne, etc. C'est pas si facile parce qu'en fait personne ne connaît Mizoguchi au Japon. Maintenant c'est incroyable. Je me souviens d'une anecdote de Serge Danet allant dans les années 70-80 à Moscou. Personne ne connaissait plus Eisenstein. Ben, c'est un petit peu de cet ordre d'idée. Donc il a fallu qu'on téléphone à gauche et à droite, Tomoko, etc. Donc finalement on apprend que il y a une tombe, la tombe de Mizoguchi. Elle est à Kyoto. On y va, et donc on voit cette tombe. Et puis alors, là, Tomoko, how we understood after there is a second grave in Tokyo. Who said to us? How we learn after, who said this to us? By who? A friend? What friend? Madame Kimiko, maybe? Non. Bon, enfin, non, you don't remember. Oui, oui. Bon, enfin, bref, en se renseignant à gauche, à droite. Si, peut-être par l'Institut franco-japonais, peut-être par l'Athénée français, peu importe. Donc, Ah non, non. non C'est Bon, non, bref. Donc après cette première visite à Kyoto, où on voit effectivement une tombe très officielle, avec une stèle avec un poème, une dédicace écrite par l'empereur, honneur aux grands cinéastes japonais, etc. Donc parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi, voir par exemple les 47 Ronin, etc. Il ne faut pas oublier aussi que Mizoguchi fut un des cinéastes officiels de l'Empire japonais dans la période la plus sombre, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie de son... Mais oui, bon, c'est sa biographie, hein, c'est comme ça, il ne faut pas non plus l'occulter. Mais donc voilà, donc petit à petit, je n'oublie pas que je suis parti de la photo de Jean-Luc Godard. Voilà. Donc je m'aperçois qu'en fait, cette photo de Jean-Luc Godard était faite en 1956 à Kyoto, mais que, précisément, peut-être, sans doute assez quelques temps après cette photo, précisément, donc Jean-Luc Godard à ce moment-là n'était confronté, enfin si je peux dire confronté, c'est pas le mot, était à côté d'une tombe unique, mais que dans les années 56-57, la famille de Mizoguchi, sans doute, imaginons un petit peu les dates, 45 Hiroshima, fin de la guerre, 56, donc c'est quoi? C'est 11 ans après la fin de la guerre, donc c'est très très peu de temps. Donc le Japon se remet petit à petit, rapidement même. Donc la famille tout à coup se dit, mais non, ça ne va pas du tout. Notre frère, parce que je crois que c'est la sœur de Mizoguchi, notre frère n'est pas uniquement le cinéaste officiel de l'empereur, c'était aussi une personne privée. Donc il rapatrie les restes de Mizoguchi à Tokyo, et donc il y a une deuxième tombe, une tombe familiale à Tokyo, que nous sommes allés également visiter et honorer. Voilà. Donc il y a les... Je pense que dans l'histoire des ossements, il y a assez peu de cadavres qui ont deux tombes, non? Enfin, non, parce que par exemple, quand on imagine le transfèrement, comme on dit, le transfert des cendres au Panthéon, l'ancienne tombe est annulée, donc on considère que le Panthéon... Mais là, c'est exactement l'inverse. On a dépantonisé, en quelque sorte, Mizoguchi pour le reprivatiser. La tombe de Mizoguchi à Tokyo, est quand même bien plus émouvante, bien plus normale, enfin normale, je pense que ça veut dire, enfin plus conforme à l'idée qu'on se fait de Mizoguchi, parce que c'est quand même un petit peu fort de café d'imaginer. Mizoguchi n'est en rien un cinéaste officiel japonais, loin de là. Et je voudrais que tu me parles des Huyets. Ah, les Huyets. Alors le bouquin ou les Huyets, enfin, le bouquin qui s'appelle Les Huyets. Les deux. Ah, les Huyets. Ah non, il s'appelle comme ça. Ah pour le moment, moi je suis resté... À moins que M. Xavier Dourou me demande de changer le titre, mais pour le moment on est resté sur ce... titre, oui. Et ça tombe bien que tu me parles de ça, puisque précisément tu es à l'origine en quelque sorte, tu es à l'origine de j'allais dire une commande, mais non, c'est pas une commande. Enfin, c'est une commande que je me suis faite à moi-même, en quelque sorte. Mais donc, toi qui es assez précis sur les dates, tu vas me rappeler la date de ta venue à l'Eldorado. C'était donc en octobre. Oui, c'était, je ne sais plus, 26 ou 27 octobre 2009. C'est ça. C'est exactement il y a un an, à quelques jours près. Et à l'occasion
de notre rencontre dans le hall de l'Eldorado, il y a un monsieur que nous avons rencontré, toi et moi, qui s'appelait Philippe Roger. Hein. Et tu m'as présenté très gentiment, toujours comme tu sais le faire. Tu m'as dit, voilà, je sais pas quoi, etc. Oui, ancien assistant d'Estrove, etc., etc. Puis on s'est mis à parler d'Estrove. Puis Philippe Roger m'a dit, ah, ça serait quand même bien que vous m'écriviez. Ça serait quand même bien que vous écriviez vos souvenirs d'assistants d'Estrove. D'autant plus que je racontais des anecdotes un petit peu croquignoles comme Daniel Huyet pendant le tournage de l'annuel à Résistance. Daniel Huyet qui nous on en bavait des ronds de chapeau sous le cagnard de Toscane et il faisait chaud. On transpirait comme je transpire maintenant, mais c'était dur et on avait des câbles de 30 kilos sur les épaules dans des petits chemins de campagne sans bagnole, etc. Tout était à dos d'homme, pas à dos d'âne, j'allais dire, oui, mais les ânes c'était nous. Et les assistants de Strobe, c'était les ânes. Et Daniel nous disait, pour nous encourager, Daniel elle nous faisait l'armée rouge, non pas l'armée rouge, comment ça s'appelle, la longue marche, les Chinois de Mao là. Les Chinois sont arrivés au bout de la longue marche, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.